Bon, aujourd'hui on découvre l'Alfa Romeo Junior. C'est une voiture que j'ai pas encore testée, donc aujourd'hui on la découvre. Je l'ai pendant plusieurs jours, donc voilà, j'ai conduit la voiture comme si c'était la mienne. Vous connaissez un petit peu le format, donc je vous fais un petit peu le débrief après plusieurs jours d'essai avec la voiture. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Driveco, on en reparlera juste après, donc un grand merci à eux. Et Gary est juste derrière la caméra, on va pouvoir échanger aussi, je vais demander l'avis un petit peu de Gary finalement sur aussi la voiture, ce qu'il en pense aussi en ayant un petit peu un regard extérieur, comme ça on aura un petit peu un échange là-dessus. Cette voiture finalement, donc c'est une voiture 100% électrique, ici évidemment, mais elle existe aussi en thermique. Elle repose sur la plateforme ICMP qu'on connaît très bien. Donc c'est finalement une cousine technique de tout ce qui est Opel Mokka, Peugeot 2008, Citroën C4, etc. C'est des modèles du coup qu'on connaît extrêmement bien. Donc c'est une voiture qui se veut être aussi un petit peu une voiture de masse et une voiture qui peut plaire surtout par son design. Parce que sur le plan technique, on le verra sur la route, c'est pour être honnête totalement la même chose que ce qu'on connaît déjà chez Peugeot, Opel, etc. Donc il y aura absolument aucune surprise, je préfère tout de suite vous le dire. Donc c'est surtout un coup de cœur au niveau du design finalement cette voiture. Ce sera la raison pour laquelle il faudra la choisir finalement. Gary, toi Alfa Romeo, ça t'inspire quoi à la base? Qu'est-ce que ça m'inspire Alfa Romeo? Alfa Romeo, de par son héritage, quand même compétition automobile, ça inspire quand même la sportivité, enfin des voitures assez dynamiques, même dans les productions assez récentes, avant la fusion qui a généré Stellantis, c'était quand même des bagnoles assez performantes. Ouais. Et assez haut de gamme, tu vois. De prestige voilà. Un peu. Ouais, assez prestigieuse, assez premium. D'ailleurs, le logo, c'est un beau logo, hein, le logo Alfa. Ouais. Et il est vraiment beau à regarder et il a vraiment une belle histoire. Et là, ils ont essayé de jouer un petit peu avec le logo. Bon, certains trouveront ça peut-être un peu criard. Ouais. Moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu tape à l'œil. C'est comme si que tu essayais vraiment de miser à fond dessus. Pour dire non mais c'est une Alfa quand même, regardez, ouais. c'est du ICMP mais on a fait un effort quoi, tu vois, un peu pour se justifier, parce que c'est très agressif, c'est très proéminent. Bon. Mais je trouve ça quand même plutôt réussi dans l'ensemble, en tout cas pour la face avant. D'accord. Parce que j'ai mis une story sur mon compte Insta, abonnez-vous, BLD Max en barre description, sur un petit peu juste la photo de la voiture et il y a quand même beaucoup de retours négatifs, des gens qui n'aiment pas du tout ce design-là. C'est vrai que autant sur la face avant c'est très réussi, mais c'est vrai qu'à l'arrière je suis un petit peu plus réservé. Si on fait justement un petit peu le tour de la voiture, alors il y a plusieurs versions de finition, etc. On en parlera après, mais dans cette version-là que j'ai sous les yeux, qui est une version spéciale, voilà, fait à l'italienne. Et ben c'est une version finalement on va dire standard, une version normale en fait. C'est un petit peu la version allure comme chez Peugeot. C'est vrai que dans le design de façon générale, à l'avant c'est réussi, mais c'est vrai qu'on analysait un petit peu tout à l'heure le design. C'est vrai qu'il y a peut-être un travail aussi au niveau de l'aéro avec une sorte de bec de canard à l'arrière. Ça se finit un petit peu en pointe, donc il y a peut-être sûrement un rôle aéro pour la voiture, pour peut-être aussi compenser le fait que ce soit très ajouré finalement à l'avant. Très massif, voilà. Ouais. Moi je trouve ça quand même plutôt réussi. Donc comme je vous disais, ici on a la version spéciale, mais on a plusieurs versions disponibles avec cette voiture. On a plusieurs finitions, on a Electrica, qui est la version de base. On a Electrica Speciale, c'est ce qu'on a ici. Et on a la 280 Veloce. Ça me tue les noms italiens là. Je vais l'envoyer à mon manager qui est italien, il va te défoncer. Il y a deux versions de motorisation et là c'est très intéressant. Donc la plateforme ICMP qu'on connaît très bien, Gary le quiz du samedi matin, la puissance du moteur, c'est quoi là-dessus? Ah, 156 chevaux. Voilà, et Gary la batterie. Bah, c'est encore une batterie 54 kWh, un truc comme ça. Ah bah voilà, c'est 54. C'est du brut hein. Voilà, exactement. Bon. Donc 54 brut, 51 net. Et surprise, puisqu'on a la version, j'en ai parlé, 280 Veloce. Ça veut dire quoi 280? Ça veut dire 280 chevaux. Non, ce n'est pas un célèbre sandwich, ouais. Une chaîne de restauration rapide. Ouais, c'est ça. Ils ont certainement dû nous mettre une batterie pour compenser cette puissance, Gary. Ah bah attends, normalement, plus de puissance, plus de consommation, plus grosse batterie. Exactement. Et ben non, puisqu'on a la même batterie de 54 kWh. Donc tu auras la même en mieux sur certains points, en pire sur d'autres points. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau de l'autonomie, Alfa annonce 410 km. Sur la version 280, c'est un peu moins. Là, c'est la version 156 chevaux qu'on a sous les yeux. C'est la version de monsieur et madame tout le monde. C'est celle qui se vendra le plus certainement. Mais je ne m'interdis pas de tester la version 280 pour voir ce qu'elle vaut finalement. Ça peut être intéressant de voir le travail au niveau du châssis, etc. Au niveau des prix quand même, parlons-en avant d'aller faire un petit tour à l'intérieur, voir ce qui a été fait. Finalement, si vous prenez la version hybride, on va en parler, c'est intéressant pour la comparer à l'électrique, elle vous coûtera 29 500 € en version vraiment de base. Okay. Si tu veux la version électrique,
il faut rajouter presque 10 000 euros. Donc la version électrique Electrica commence à 38 500 euros en prix catalogue. Ça, évidemment, c'est le prix frontal. Il y aura certainement des remises, des offres en concession, etc. Elle est fabriquée où, cette voiture? Mais en ça Europe? fait mal. Elle est fabriquée en Europe. Peut-être qu'elle aura le bonus quand même. Je pense, oui, il y a de fortes chances. Mais en tout cas, le prix frontal fait mal. Ouais. Et maintenant, le bonus a tendance à réduire. Il va être réduit à 3 000 euros, je crois. Hein. Oui, tu auras le bonus. Comme je dis, il y aura les prix concession, enfin les remises concession et tout. Mais à 38 500 en prix frontal, ça fait mal quand même. Bah, surtout que c'est la version d'accès. Version d'accès. Ensuite, ça monte à 40 500 pour la version qu'on a ici. Et 46 900, donc on est tout juste sur la barrière du bonus, pour la version 280. Waouh. Quand tu te rapproches des 50 000 euros, t'as quand même... C'est osé. En voiture électrique, tu as quand même pas mal de choix. Rapide point aussi sur les jantes quand même. Alfa Romeo, on les connaît pour ça, hein, les jantes un petit peu là en forme de pétale, de rond là, avec ces formes très particulières. Ici, on reprend quand même cette idée-là. Comme le disait Gary, finalement ici c'est une version un petit peu plus simple parce que c'est une version classique, hein, spéciale. Mais si on va sur les versions plus sportives, même en option, il y aura des versions quand même plus sympas, plus réussies, plus poussées de ces jantes. Mais en tout cas, ça participe vraiment au design et ça fait un petit écho quand même au style de cette Alfa. Et à l'histoire de la marque. Et à l'histoire de la marque, c'est important quand même. Ouais. Voilà, c'était le petit point jante. Bon, avant d'aller sur la route, un petit mot quand même à l'intérieur de la voiture. Quand on monte, c'est vrai qu'on n'est finalement pas trop dépaysé, c'est un intérieur qui reste très classique dans la présentation. En plus, on est chez Stellantis, donc il y a plein d'éléments finalement qu'on connaît, comme par exemple directement la console ici avec le bouton, les fameux PRND, voilà, les drive modes, tout ça, c'est des boutons qu'on connaît, c'est les mêmes partout. Pareil au niveau du volant, hein, c'est des boutons là aussi qu'on connaît, les commodos, etc., etc. Au niveau visuel, c'est quand même relativement bien fait, même si sur certains aspects ça peut paraître un peu torturé. Je trouve notamment l'intégration de l'écran ici. Je sais pas, il y a une sorte un petit peu de conflit entre la partie haute et la partie basse. On voit que c'est très tourné vers le conducteur, donc ça se passe plutôt bien. Mais je sais pas, c'est pas très épuré. La partie ici avec le compteur, donc tout est numérique, hein, donc il y a une dalle ici, une dalle ici. Et là dans cette version finalement spéciale, c'est vrai que pour être honnête, c'est très sombre, c'est très noir, il n'y a pas de touche de couleur, vous le voyez, à part le rouge sur le siège, honnêtement, c'est tout ce qu'on a. C'est assez basique, même dans les plastiques quand on touche, même les contreportes, c'est du plastique complet, il n'y a pas du tout une seule touche de couleur sur les portes. Et je trouve ça quand même un petit peu dommage, c'est pas très gai à l'intérieur, hein, c'est assez triste pour être honnête. Généralement, les intérieurs Alfa sont grandioses. Hein. Ouais. Avec des intérieurs cuir, avec des matériaux assez cossus, des fois des surpiqûres avec du cuir sur les contreportes, sur la planche de bord, etc. Les sièges qui sont semi-baquets, normalement, là c'est des sièges très classiques. On a presque l'impression que c'est la version d'entrée de gamme, celle-ci, c'est la version d'accès presque. Ouais. Voilà. Mais alors, je demande à voir les autres versions en fait. c'est ça, et justement ça me permet d'en parler, c'est que la version 280, l'intérieur est beaucoup plus sympa. Notamment les sièges qui ont des vrais sièges baquets, je vous mets des images d'illustration, des vrais sièges baquets, et il me semble de mémoire que la présentation est un petit peu plus sympa à l'intérieur, avec des touches un petit peu plus travaillées. Et si on parle aussi un petit peu du système d'infodivertissement, bah c'est celui qu'on connaît très très bien. On a les fonctions de base, hein, tout ce qui est clim. On a même un planificateur maintenant, donc ça c'est cool. Il est arrivé, donc ça y est, il est de série maintenant. Vous avez tout ce qu'il faut. La voiture indique toutes les bornes, le choix est plutôt bon. Vous avez le pourcentage d'arrivée, de départ. Donc globalement, on peut voyager, on va dire sereinement. Il n'y a pas trop à se prendre la tête avec la voiture. On a aussi Apple CarPlay, Android Auto sans fil, ça marche bien, c'est fiable. Maintenant, parlons des aspects pratiques. Donc on va monter à l'arrière de la voiture. Et on ne va pas tricher, on va installer Gary derrière Gary. Le gabarit de la chaîne. Le gabarit de la chaîne. Parce que moi, on me dit souvent, ouais Max, c'est un peu trop petit, c'est de la triche. Mais ben, on va vérifier. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la chaîne de Max BLD? Bon, j'ai réglé le siège pour moi pour être à l'aise, mais sans plus. Hein. On a même été attentif à la position du siège pour pas être trop reculé. Et ce que je disais, c'est que déjà, on voit, il n'y a pas énormément de place. Heureusement, il y a des caves à pied, parce que c'est l'avantage d'être sur une plateforme thermique et non électrique de base. Donc, il y a vraiment cet effet-là. Malgré tout, j'ai quand même une position pas des meilleures. Tu vois, l'assise est assez courte. Là, je suis pas maintenu. Voilà.
Voilà, je suis bien. Il y a quand même un peu de place pour les genoux. C'est un petit peu creusé ici, ça aide aussi à la mise en place. Alors, derrière Max qui mesure 1m73 si je ne m'abuse. Exactement, 1m73. Voilà. Bon, là, ça, t'es un peu mieux quand même. Ouais, mais finalement, comme ton assise, j'ai l'impression qu'elle est plus basse et plus inclinée vers l'arrière, tu vois, c'est kiff-kiff. Alors, chose importante, on est au mois de novembre, il fait très sombre dehors et là, c'est la tristesse à l'intérieur. Tout est noir, le ciel de toit est noir. Pas de toit ouvrant, ni vitré, ni panoramique. Gary, t'as du rouge ici. Ah ouais, non, mais on le devine à peine. Un petit peu de luminosité, s'il vous plaît. Mettez un peu de lumière dans nos vies. Ouais, un peu de lumière dans nos vies. De nordistes. Ouais, c'est ça en plus. Dans nos vies de nordistes, s'il vous plaît. Mettez-nous un peu de soleil. Heureusement qu'on a le soleil sur le visage et puis voilà, qu'on a les frites. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait sans les frites? Qu'est-ce qu'on ferait sans les frites? Ouais, c'est... Bon alors c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais parlons du coup rapidement du coffre, où il est on va dire d'une taille standard, hein. On peut mettre 2-3 sacs, hein. Pour faire les courses, le quotidien c'est parfait. On a un petit double fond pour ranger les câbles, et on notera l'absence de frunk, ça c'est vraiment dommage pour une voiture électrique. Bon maintenant passons sur la route, mais avant toute chose, on doit recharger la voiture parce qu'il reste plus beaucoup de batterie. Et oui, donc branchons maintenant l'Alfa Junior, et pour ça je suis donc sur une station Drive Eco. Un grand merci à eux, c'est le sponsor de cette vidéo. Alors l'Alfa Junior, au niveau des specs de recharge, on est en courant alternatif à 11 kW, ça c'est classique hein, finalement. Et en courant continu, on prend jusqu'à 100 kW, là aussi c'est assez classique. Finalement sur le 10 à 80%, dans de bonnes conditions, on peut le faire voilà, entre 25 et 30 minutes, ce qui est globalement correct, mais voilà, c'est la moyenne. Sur cette station sur laquelle j'ai branché l'Alfa Junior, on a plusieurs points de charge. On a 2 CCS 50 kW avec donc 2 bornes séparées, 2 bornes différentes et 2 CHAdeMO. On a aussi le type 2 juste à côté avec 2 points de charge et d'ailleurs il y a une heure de recharge gratuite. J'ai branché la voiture via l'application Drive Eco. D'ailleurs c'est une nouveauté, l'application vous permet justement de lancer une recharge. Vous avez aussi un suivi en direct, c'est vraiment super simple hein. Vous rentrez directement votre carte bancaire dans l'application, vous l'ouvrez, vous sélectionnez le point de charge. Vous avez une carte avec tous les points de charge qui sont répertoriés dans l'application. Vous pouvez aussi d'ailleurs filtrer justement, ça c'est hyper important, filtrer les points de charge dans l'application avec les stations Drive Eco en nom propre et les stations opérées par Drive Eco comme justement ici. Moi j'ai lancé la recharge donc comme je vous disais via l'application, j'ai mis ma carte bancaire, ça marche super bien, c'est hyper rapide. Franchement c'est clairement une bonne nouveauté, l'application est vraiment cool, facile d'utilisation, c'est vraiment tout ce qu'on souhaite avoir. D'ailleurs aussi, grosse surprise, on a un petit code promo quand même. Vous avez 30% de réduction sur le prix de votre recharge avec le code MAXBLD30, c'est pour justement votre première recharge sur une station ici Drive Eco, donc ça c'est quand même cool. Aussi, on remarquera que l'application est vraiment fluide et moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on a directement un suivi et vous avez évidemment tout ce qui est historique de recharge avec les kilowattheures accumulés, etc. Autre chose aussi, c'est les tarifs qui sont quand même plutôt compétitifs. On est ici sur un prix du kilowattheure sur les bornes type 2 à 30 centimes et sur les bornes ici 50 kW, on est à 49 centimes. Encore une fois, utilisez le code promo, ça vous permettra de payer un petit peu moins cher votre première recharge. Alors évidemment, vous pouvez aussi lancer votre recharge hors de l'application, directement sur la borne, en scannant une carte RFID classique ou via le TPE qui est sur la borne avec votre carte bancaire en sans contact. Donc vous pourrez retrouver ces stations Drive Eco un petit peu partout en France. Hein. Drive Eco est même voilà, assez bien réparti sur le territoire. Il y a un taux de disponibilité aussi assez énorme, hein, 99%, ça c'est important pour brancher votre voiture. Donc on voit qu'il y a un vrai suivi. Allez, on repart dans l'Alfa pour tester maintenant la voiture sur la route. Bon, c'est parti, la petite partie sur route. Ce qu'on pourra tout de suite remarquer, moi c'est ce que j'ai remarqué en la prenant hier à l'essai, c'est que c'est un avantage quand même des voitures de Stellantis, c'est qu'elles sont quand même très faciles de prise en main. Tu vois, t'es rapidement à l'aise, quoi. T'es bien installé, tu trouves facilement tes marques, tu vois, je suis bien. Ça me rappelle quelque chose. C'est quand j'ai essayé le i3008 et j'ai dit en fait c'est une grosse 208. Ah bah voilà. Bah ça c'est à peu près la même chose aussi, c'est que finalement on va pas se leurrer et je pense que la partie route va aller assez vite. C'est que c'est une plateforme qu'on connaît, la ICMP on l'a vu tout à l'heure. Donc finalement le ressenti est exactement le même. Et ce qu'on remarquera aussi, c'est que finalement on se demande même pourquoi ils n'ont pas fait des réglages différents pour la marque Alfa Romeo qui se veut être à la base un petit peu plus sport, un petit peu dynamique, ouais. Et là, finalement, on n'a rien de tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un ressenti d'un Peugeot 208, 2008, Moka, etc. C'est la même chose. Moi, tu sais, je suis fâché avec le iCockpit. Donc, je pense que je serais mieux au volant de cette Alfa avec une instrumentation, on va dire, plus classique.
Et puis aussi pour le reste, on est chez Stellantis. La commande de boîte, on l'a vu aussi dans la présentation, c'est la même. Et on a toujours ce fameux mode B. Là, on est en ville, vous le voyez. Là, je suis en mode B. Et finalement, le mode de frein régénératif n'est pas du tout élevé, quoi. C'est-à-dire que là, voilà, admettons, je veux vraiment ralentir pour le passage piéton. Si je relâche, ben, vous voyez, honnêtement, c'est pas du tout marqué. Pas de mode one pédale, pas de régène réglable, seulement le mode D et le mode B. Donc voilà, on le désactive, on l'active. Et c'est un petit peu dommage. Tu vois, là, sur l'aspect purement routier, quand on roule un petit peu, c'est quand même pas mal. Et je te faisais la réflexion sur l'aspect purement confort, le ressenti. On voit vraiment que c'est sain. Alors, c'est pas du tout sportif. Je vous en ai parlé de la version Veloce, donc la version sportive que je testerai. Je vais essayer de la demander quand même à l'essai pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais là, dans cette version classique spéciale, en fait, il n'y a rien de sportif. Hein. On le voit, c'est, tu vois, ça remue quand même pas mal. C'est un 2008. Mais c'est sain. C'est un bon compromis, c'est bien fait. La voiture est sécurisante, c'est-à-dire que tu ne vas pas te planter, ça glisse pas, j'ai pas de problème de traction, de motricité. Enfin, c'est quand même bien foutu. Ça reste un bon châssis. Et toi qui as bossé un petit peu, qui a eu un petit œil là-dedans aussi, les mecs bossent bien. Enfin, il y a vraiment de l'expertise quand même derrière. Bah, l'équipe qui fait la mise au point sur le circuit de l'UTAC de Mortefontaine, ils ont un atelier dédié et ils font que ça. Ils bossent vraiment sur le monitoring, la chassimétrie et la mise au point. Et c'est vrai que quand je les ai vus à l'œuvre, j'ai dit ouais, là c'est une sacrée équipe, ils ont un vrai savoir-faire. Cette voiture, ça sera un petit peu aussi ce qu'on dira dans cette partie routier, c'est que c'est vraiment une voiture de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que vraiment dans cette voiture, il ne faut pas chercher de sportivité dans cette version, en tout cas 156 chevaux. C'est vraiment le logo Alfa Romeo, 2-3 clins d'œil de style Alfa Romeo, mais c'est une voiture du quotidien pour faire les tâches du quotidien. Et on pourra d'ailleurs parler de sa polyvalence, l'autonomie, etc. Avec cette voiture, je pense qu'on pourra même en parler maintenant. Les choses qui fâchent. Les choses qui fâchent. Ou pas, parce que globalement, la marque annonce 400 km d'autonomie. Alors je pense qu'il faut vraiment… WLTP. Hein. WLTP. Même plus, on a 410. Si tu fais que de la ville en été, franchement, tu peux peut-être y arriver. Mais il faut être honnête que c'est vraiment assez optimiste. C'est une plateforme qu'on connaît très bien, donc en gros en termes d'autonomie, si on fait vraiment que de la ville, on sera à 300-350 à peu près. Et sur autoroute, hier, tout simplement un trajet Paris jusqu'à Arras, donc je vous l'affiche maintenant, les consommations à 130 sur autoroute, on était à peu près 22,5 kWh au 100. Voilà, sachant que la batterie fait, on va dire 50, ça fait 200 km grand max. Ah, c'est trop. 22, 23, c'est beaucoup. On va arriver en hiver, on va faire quoi, du 25 avec ça? C'est ça, oui. Toi qui as roulé aussi en C4, voilà, tu connais bien, c'est la même… La C4 consommait moins. Je vais être honnête, la C4, je faisais plutôt du 18 et du 20, 21 en hiver. Voilà, donc en gros, c'est les consommations qu'on aura. Et finalement, c'est vrai que les voitures de Stellantis, elles ne se montrent pas forcément très efficientes sur autoroute. Maintenant, en ville, honnêtement, c'est plutôt correct. On peut avoir de bons résultats. Donc attention aussi, si vous prenez cette voiture et que vous comptez faire vraiment beaucoup de trajets autoroutiers, c'est peut-être pas forcément le meilleur modèle. En toute honnêteté, renseignez-vous peut-être sur un autre modèle qui sera plus adapté pour les longs trajets ou autres. Là, on est sur une route à 110. Parlons des aides à la conduite, et là pour le coup c'est une bonne surprise honnêtement. C'est que, bon, c'est les aides à la conduite qu'on connaît très bien chez Stellantis, je les avais découverts dans le nouveau DS3, c'est la même chose. Et franchement c'est plutôt efficace je trouve. Donc c'est une option évidemment, regarde tu vois elle est bien centrée. La distance n'est pas trop importante. Ouais, et elle est au minimum là. Ouais. Donc là je peux encore l'augmenter, mais la distance minimum voilà. Mal. Elle me demande de mettre les mains, donc quand je pose les mains évidemment, bon là elle détecte, mais je sais pas si c'est vraiment un volant capacitif, il faudra peut-être mettre une légère résistance quand même. On l'avait vu dans le 3 minutes on peut doubler de façon automatique. Là si je mets mon clignotant, vous voyez il se passe rien, juste elle coupe finalement les aides à la conduite pour que je puisse me rabattre. Et là elle réactive, elle réaccélère d'elle-même. Voilà. Mais globalement je trouve ça plutôt bien. Donc si vous faites on va dire de la voie rapide ou de l'autoroute on va dire de façon régulière, ça peut être intéressant de prendre ces aides à la conduite, c'est toujours un plus finalement. Moi je tendais l'oreille sur les bruits là. Bon, on a plus des bruits de roulement que des bruits d'air, ça va au niveau des bruits d'air, c'est plutôt maîtrisé. C'est pas mal, ouais. Même sur autoroute à 130, globalement tu t'entends parler, tu peux écouter des médias sans trop de soucis. Mais ouais, c'est plutôt confort. Hein. Toi-même t'es bien en passager là, Ouais, ça va. Je me laisse conduire. Tu te laisses conduire voilà. Dans la belle Alfa Romeo. Ouais.
pour finir cette partie sur route, je voulais vous montrer aussi, on va tester les rayons de braquage, tiens, entre trottoirs. Bon, c'est pas deux trottoirs, mais... Ouais, moi, je connais la ICMP, je sais connais. que c'est pas mauvais. Ouais, je m'attendais à mieux. Hein. Ouais. Là, tu vois, je passe pas. Regarde ici, on va tester, on va prendre large. Ah ouais, en vrai, ça va. Ouais. Et aussi, je vais vous montrer un petit stationnement, voir comment on est équipé, parce que dans une voiture à plus de 40 000 €, on va voir quand même ce qu'on a comme caméra, etc. C'est quand même un point aussi important. Admettons, tu vois, si je veux me garer ici, on se met comme ça en marche arrière. Et là, on a une caméra arrière. La définition est pas mal. Hein. Et là, tu as une caméra, alors c'est assez rigolo. C'est une vue hélicoptère, mais qui n'en est pas vraiment une. Qui est reconstruite. Ça marche Voilà. plutôt bien, c'est bien foutu. Mais c'est bien foutu. C'est-à-dire que plus tu recules, plus ça se complète. Ouais. Tu vois? Mais du coup, c'est pas réactualisé. C'est-à-dire que si tu passes là et que là maintenant, il y a genre un chat ou un gosse qui Gary passe, qui est là, tu le verras voilà, pas. tu le verras pas. Ça, du coup, c'est figé. En fait, c'est juste une Ouais. photo. Ouais. Et puis, on a aussi les modes à la conduite. C'est vrai que les modes de conduite, je vous en ai pas parlé. Alors finalement, pour avoir toute la puissance, les 156 chevaux, il faut se mettre en mode dynamique. Dynamic. Si tu te mets en mode natural, je sais pas pourquoi le mode natural. C'est quoi ces noms de mode? Ouais, Natural, Rends compte. c'est normal. voilà, Dynamique, c'est sport. voilà. Et il y a un mode éco? Tu as un mode éco qui s'appelle Advanced Efficiency. Trouvez plus long encore. Pourquoi pas le Drive to Save the Planet? Elle est énorme celle-là. Je te jure, les mecs, des fois, ils disent, attends, c'est une alpha, faut qu'on trouve des trucs différents parce que si on met éco normal et sport, ça fait vraiment Peugeot. Hein. Ouais, c'est Non, ça. mais non, sérieux. Ouais, c'est assez marrant du coup. Détendez-vous. Bon, alors rapide conclusion après cette partie sur route. Finalement, qu'est-ce qu'on choisit entre un Junior, un 2008, un Mocha, etc., etc. Ça se jouera que sur le design, j'ai l'impression. Ouais, franchement, j'allais dire exactement la même chose. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment les personnes qui n'aiment pas le 2008, ou Ouais. qui veulent pas du logo Peugeot, pareil, qui veulent pas la Fiat 600e parce que c'est la même base. Fiat Hein, 600e, c'est vrai. Putain, je connais quand même tous les véhicules du groupe, c'est dangereux ça. Hein. C'est une montagne de Ouais, modèles. vous Donc, avez le choix. Hein. bah, au moins, vous avez le choix. Et du coup, Ouais. tout ce qui est batterie, moteur, autonomie, c'est la même chose. Et maintenant, on a les versions 280 chevaux qui sont aussi disponibles sur la Lancia HF, là, la petite YHF, la 600 Abarth, etc. Donc en fait, toutes ces déclinaisons-là, on les retrouve partout. Le choix, du coup, se fera uniquement sur le design. Les choix à l'intérieur, peut-être les prix, s'il y a des remises, etc., etc. Mais c'est quand même peut-être un choix plutôt malin de Stellantis que Ah bah, ils ont Opel bien était- rationalisé les coûts. Hein. bah déjà, tu rationalises les coûts. On l'avait vu, Opel était très très mal en point. Alfa Romeo, c'est pas la fête non plus. Lancia était en Bah voilà. en PLS. Alpha, ils étaient dans le rouge. Hein. C'est un renouveau. Hein. Enfin, C'est un renouveau il faut le voir comme ça. Hein. Ils Il sont faut pas obligés le de voir passer comme par une là. continuité de ce qu'a fait Alfa Romeo Non, ces ouais. dernières années. Hein. Et puis, parce que c'était soit ça ou la mort. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Comment on peut pas leur reprocher ça, c'est que Stellantis, pour relancer les marques, sont assez bons. Ah oui, ça permet en tout Ouais. cas de continuer à faire vivre le blason. C'est tout ça, du moins. le blason est toujours là, même si effectivement, il y aura des commentaires que c'est plus une Alpha, machin, machin. Salut Gary. Allez, ciao. Allez, salut, ciao.